Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, nous proposons un webinaire qui est autour de la thématique des mesures de chute, de choc et d'impact. Nous échangerons avec vous sur les technologies à privilégier pour ce type de mesures, des conseils sur la façon d'installer la chaîne de montage et les précautions à prendre. Et nous vous présenterons quelques retours d'expérience. Donc, pour ce webinaire aujourd'hui, donc moi je suis Maïwen Courbeau, je m'occupe de la partie marketing et digital et je suis accompagnée donc de Luc Mijon. Bonjour à tous. Donc Luc qui est ingénieur d'application chez PCB pour la partie PCB Europe. Je suis également accompagnée de Quentin Villemet, Bonjour à tous. notre chef de marché auto qui est arrivé très récemment puisqu'il est là depuis début avril. Et enfin de Pakis Delors, Bonjour, bonjour à tous. qui est notre chef de marché essai environnement gravé aéronautique et défense et qui elle-même est arrivée en même temps que Quentin. Donc, très rapidement, je vais vous refaire une petite explication de qui est PCB Piezotronics. Alors, juste avant, oui, je vais vous préciser un petit détail. Donc, c'est Luc qui va faire l'essentiel de la présentation, donc en tant qu'ingénieur d'application. Et Quentin sera à votre disposition dans le chat pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions au fur et à mesure. Nous avons notre chef de marché slash community manager qui sera là pour soit répondre, soit effectivement interrompre Luc pour poser une question complémentaire pour que vous ayez les informations en temps réel. Voilà. Donc, très très rapidement, je rappelle, donc PCB Piezotronics, on appartient depuis quelques temps maintenant au groupe Amphenol. Donc, Amphenol, c'est un groupe américain coté au Nasdaq qui a plus de 80 000 employés, donc producteur mondial de connecteurs, capteurs et câbles de haute technologie. Donc qui a une maison, donc on a une maison mère qui est PCB Piezotronics Inc. qui est aux États-Unis également, donc qui a été fondée à Buffalo dans les années 60. La spécificité de PCB, c'est qu'on a nos propres usines aux États-Unis, donc on développe et on fabrique nos solutions de mesure de grandeur physique, donc de A à Z, c'est-à-dire qu'on a vraiment toute la partie R&D, conception, toute la partie fabrication dans les usines, que ce soit des composants, que ce soit du montage. Donc, on maîtrise vraiment l'intégralité de notre chaîne. Et donc, enfin, là, nous, on représente donc PCB Piezotronics SA, qui est la filiale française, qui a été créée en 2000. Donc, on a 20 salariés maintenant, hein, avec un chiffre d'affaires l'an dernier de 11 millions d'euros. Et donc, PCB en France, notre valeur ajoutée, c'est vraiment la partie conseil, accompagnement. Donc, on vend les solutions fournies par notre maison mère, mais on les vend avec toute une partie d'échange avec nos clients, de compréhension de leurs problématiques. Donc, donc Pakis et Quentin que je vous ai présentés, nos chefs de marché, sont des ingénieurs et connaissent donc vos applications. Rapidement, donc je vais passer très très vite hein, sur ces slides-là, juste pour rappeler l'ensemble des solutions qu'on propose. Donc nous, on propose vraiment des solutions de mesure de grandeur physique. Donc avec trois grandes technologies, la technologie piézoélectrique, donc qui est plus pour tout ce qui est mesure d'accélération, de vibration, de pression dynamique et de choc. La technologie piézorésistive, donc sur laquelle on va zoomer aujourd'hui pour les mesures d'accélération, de vibration, de choc, de pression statique et dynamique. Et enfin, la technologie capacitive, donc qui est plus pour la mesure d'accélération, de vibration basse fréquence et d'acoustique. On a bien sûr en accompagnement de ces capteurs toute la partie qui va autour, donc les excitateurs, important, donc marteau d'impact, pot vibrant de toute dimension, toute la partie câble, électronique, conditionnement de signal, etc. Et enfin, les solutions d'étalonnage, donc de la petite valisette d'étalonnage portable, aux grosses solutions d'étalonnage sur site qui permettent vraiment de faire des étalonnages certifiés. Donc, après cette petite introduction que j'ai essayé de faire courte pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et rappeler un peu tout ce qu'on fait pour ceux qui nous connaissent déjà, je vais passer la parole donc à Luc qui va enchaîner sur la suite de la présentation. Alors, comme je vous ai déjà dit, hein, n'hésitez vraiment pas à poser des questions sur le chat. Quentin est vraiment là pour répondre, donc et l'interaction est quand même super importante pour nous. L'objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous et pas de faire une présentation où on envoie du contenu sans réaction. Sur ce, Luc, c'est à toi.
Merci Marie-Hélène. Je vais me racler un peu la voix. Pareil, j'ai un autre commentaire à faire. Vous allez voir sur tout ce qui est présenté, il y a beaucoup de texte. L'idée, c'est pas que vous lisiez beaucoup. C'est simplement comme le support est partagé après, ça permet d'avoir plus d'informations que simplement des images qui se succèdent sans avoir les commentaires ou les informations importantes dessus. On va commencer par la première page qui représente comme PCB essentiellement est un fabricant de capteurs qui associe plusieurs technologies. Cette image-là permet de voir les différents types de mesurantes qu'on a et les technologies qui sont associées avec globalement une petite schématique sur comment fonctionne l'élément sensible. Donc vous avez le résistif, le capacitif, le piézoélectrique et essentiellement les 4 domaines qui sont l'accélération, vibration commune, la partie pression, la partie microphone et quelques capteurs de force. Le sujet d'aujourd'hui, il est essentiellement sur les impacts de choc et un certain profil de capteurs. Donc, ce ne sera pas exhaustif sur tout ce qui a été dans la page d'avant. On va se focaliser sur les capteurs de choc. La première des choses qu'il faut faire, c'est quand même définir ce qu'est un choc. Donc, tel que c'est écrit, c'est une variation brusque de force d'une position, d'une vitesse ou d'une accélération. Et associé à ça, on va avoir un impact, c'est le terme, sur la structure ou l'élément qui va le subir. Donc, quand on voit dans la vie courante, on travaille avec des niveaux qui sont soit très très faibles, le ballon ou même la gravité, on est à 1 G. Et dès qu'on va travailler dans les domaines militaires de l'explosif, on va avoir des valeurs d'accélération qui sont très très importantes. Automatiquement, en intermédiaire, on a la sécurité piéton, la sécurité véhicule, le sismique, énormément de phénomènes. À savoir, ce qui est intéressant, c'est que même dans la vie courante, il y a plein d'accélérations partout et on va chercher à tester les résistances de chacun de ces composants. Le sujet va porter essentiellement sur les accéléromètres de type MEMS. Donc, c'est des systèmes micro-électro-mécaniques. L'intérêt du MEMS, c'est essentiellement sa dimension. Le fait qu'on arrive à miniaturiser. Si vous regardez sur les petites images qui sont sur la droite, on travaille de l'ordre du nanomètre au niveau des écarts entre les pièces. On a un système qui est basé sur une technologie silicium et un empilage de strates qui vont finir par être monoblocs à l'issue de la production, ce qui fait qu'on évite en fait toute la partie assemblage qui pourrait générer des perturbations supplémentaires ou avoir des fréquences propres qui seraient parasites en fait sur la mesure et sur la précision du capteur. Comme on travaille avec des éléments qui sont plats et qui sont de très petites dimensions, on en fait très vite des très grosses quantités aussi. Ça permet d'avoir une production importante et des coûts optimisés. Tous ces éléments qui font des capteurs adaptés en fait à ce type de mesure, notamment sur le fait que c'est très léger aussi. Très léger, très peu d'énergie. Quand on travaille sur des chocs très importants, il est préférable que la masse du système de mesure soit la plus faible possible. Quand on parle donc des MEMS là associés au choc, on va se focaliser, si vous vous souvenez rapidement de la première diaporama, on parlait de capacitif et de résistif. Là, quand on va parler de choc et d'impact un peu plus important au niveau des risques. Donc, on va travailler essentiellement avec des capteurs résistifs, à savoir qu'il existe des gammes de capteurs capacitifs qui permettront de mesurer des phénomènes à très faible accélération après des chocs très importants. Ce n'est pas le sujet. On a déjà fait d'autres visioconférences là-dessus. On peut répondre aux questions ou vous pouvez aller regarder sur la chaîne de PCB les vidéos déjà réalisées. Encore une fois, on est disponible aussi si besoin. Là, donc, la technologie sur les capteurs résistifs, c'est du pont de Whetstone. Donc, on va avoir des jauges ou un système résistif qui va être associé à une partie qui se déforme. Typiquement, historiquement, on parlera des jauges collées. D'ailleurs, les premiers capteurs d'accélération, c'était des poutres avec des jauges collées. Une masse associée, la masse est déformée déforme la poutre à l'issue de l'accélération et on mesure le déséquilibre du pont de Whetstone. La version MEMS, on la voit donc avec ce que j'expliquais, l'empilage en fait de strates, on retrouve exactement le même principe où on a
une masse et 4 bras qui va tenir la masse. L'intérêt du MEMS, c'est que justement, comme on multiplie les bras qui maintiennent l'élément mobile, en fait, on peut augmenter la sensibilité dans l'axe d'accélération et on est en même temps extrêmement robuste à tout ce qui est sollicitation transverse. Dans les cas d'impact, quand on va multiplier les axes jusqu'à 3, ça va être très intéressant de pouvoir dissocier l'axe X des impacts et des ondes de choc qui sont reçues sur Y et Z. Et valable pour les autres aussi. Le troisième point, c'est que c'est un capteur donc, qui est associé à un pont de Whetstone, soit un quart de pont, soit un demi-pont, soit un pont complet. Nous, on va travailler maintenant avec essentiellement du pont complet pour pouvoir avoir 4 bras actifs et un système de très grande sensibilité. Dans certains cas, on rajoute des électroniques qui permettent en fait d'avoir une sortie amplifiée. Les capteurs dont on va parler n'ont pas d'électronique intégrée, on reste sur le pont de Whetstone. L'intérêt, moins il y a de composants, plus on revient aux valeurs intrinsèques du capteur, et c'est ça qui nous importe essentiellement quand on parle de choc. Pardon, je crois que j'ai passé deux diapos en même temps. Non, c'est bon. Donc, quand on repart de l'accéléromètre et de son fonctionnement, on parlait au niveau des jauges de contrainte et du type de signal qu'on va avoir avec le pont de Whetstone. Au niveau phénomène mécanique, on va travailler essentiellement sur un système de premier ordre. C'est, je dirais, encore une fois, la construction historique des capteurs. Une masse associée à une poutre. L'accélération vient emporter la masse. La déformation associée de la poutre va générer du signal. Tout ça, c'est un système mécanique et dynamique de premier ordre, c'est-à-dire qu'on a une fréquence de résonance de l'assemblage. Et lorsqu'on travaille sur des fréquences qui sont de l'ordre de plutôt entre un quart et un cinquième, on a un système avec une réponse qui est plate entre la sollicitation et le comportement de l'élément sensible. C'est ce qu'on va appeler la plage utile. Dans le cas où on travaille sur des phénomènes de mesure, pas sur simplement des phénomènes de contrôle, on va plutôt voir des documentations qui sont exprimées en pourcentage. Quand on va travailler plutôt dans de l'ordre de la surveillance, typiquement une machine en vibration, là, on va parler plutôt en dB, ce qui laisse des marges plus importantes, mais on accepte aussi d'être un peu moins précis sur la mesure exacte de l'accélération. La résonance est un problème pour tout élément mécanique, c'est-à-dire qu'avec une sollicitation de 1, par exemple, on va avoir une démultiplication de la déformée associée à la structure et donc à l'élément sensible. On va avoir donc une déformation du signal de sortie. Il ne mesurera plus la valeur réelle, mais il ajoutera des composantes qui seront néfastes, ou du moins donneront une certaine imprécision à la mesure. Mais il y a un deuxième paramètre. Au niveau mécanique, on a aussi une déformation qui s'amplifie en permanence jusqu'à 100 fois, 1000 fois. On arrive à des valeurs de décibels qui sont très importantes. Et là, on peut casser l'élément sensible mécaniquement. Donc, on va travailler avec un amortissement qui va limiter cet effet. On en parle juste après. À savoir que cet amortissement a aussi un inconvénient, c'est qu'il peut tout autant limiter en fait la bande passante du capteur ou la plage utile. Et il faut réussir à jongler en fait entre ce qu'on va accepter de diminuer et comment on va protéger le capteur, puisque la casse du capteur ou une erreur de mesure, ce sont les deux choses qui nous intéresseront le plus. Il existe donc aussi une méthode qui s'appelle du filtrage. Alors, mécanique, globalement, ça correspond à de l'amortissement, c'est-à-dire qu'on va avoir une autre pièce qui va avoir une résonance plus faible que l'élément sensible du capteur et qui filtrera mécaniquement la vibration ou le choc, va l'absorber. Et le système électrique qui, lui, est purement sur une partie de traitement du signal. Donc, il existe différents types d'amortissement. Historiquement, je parlais des jauges collées, ce sera de l'amortissement à huile. On va avoir un amortissement qui est très important. Il a un paramètre et un inconvénient, enfin même plusieurs inconvénients. C'est pour ça que cette pratique est de plus en plus abandonnée par les fabricants de capteurs. C'est que l'huile, c'est très visqueux. Si jamais vous montez en température, ça se transforme c'est de l'eau. Et si jamais à l'inverse, vous changez de température vers le bas, vous allez plutôt transformer ça en beurre et on va varier en fait le coefficient d'amortissement qui sera nettement moins maîtrisable. En plus, c'est assez cher à fabriquer, c'est assez cher à entretenir, ça peut fuir.
c'est arrêté en tout cas chez Andefco et chez beaucoup d'autres fabricants. Les trois schémas que vous avez ici, vous avez la partie non amortie sur la droite, donc on retrouve bien cette zone plate, la fréquence de résonance avec un gain qui est très important et après le capteur est plus capable de suivre. Donc ce que j'expliquais, si jamais on a des phénomènes qui travaillent à la résonance, on a une mesure qui est faussée et on a potentiellement une casse capteur. C'est valable pour n'importe quelle structure qui cassera sa résonance. L'amortissement, on voit bien le fait, on va intégrer un coefficient d'amortissement. Typiquement, l'amortissement à huile, c'est celui que vous avez qui est en bleu pâle. On a un amortissement critique qui est supérieur à 1, mais on va, ce que j'expliquais, réduire la plage utile de travail du capteur. Potentiellement, ça peut limiter dans des essais dynamiques. Et sinon, on peut jongler pour diminuer justement ce pic et au moins protéger la partie capteur et la partie mécanique. Le troisième, ce que j'expliquais sur le système de filtrage, donc plutôt électrique, encore une fois, ça permet en fait d'éviter d'avoir un signal qui soit complètement à côté de la valeur réelle, mais un filtrage électrique, ça ne fera jamais un amortissement mécanique. Donc potentiellement, si le capteur voit cette situation de résonance, sa mécanique pourra casser. Cela étant, le signal ne donnera pas cette information. Donc, il y a une partie pratique d'utilisation, mais il y a toujours ce risque qui va potentiellement casser et endommager au moins soit immédiatement le capteur, soit à l'issue de plusieurs cycles d'essai. Imaginez bien que si un capteur résonne à 200 kHz, vous excitez sa résonance, il va faire 200 000 cycles sur une seconde. Donc très très vite, si c'est répété ou si c'est entretenu, de par le choc ou l'énergie qui est apportée, on va multiplier le nombre de cycles et à un moment ou à un autre, ça va avoir un effet de fatigue sur la partie mécanique du capteur. Quentin, j'en profite comme on expliquait tout à l'heure, si jamais je ne vois pas les questions sur le fil de discussion, n'hésite pas à m'arrêter s'il y a des questions qui apparaissent. Il y a une question sur la fréquence de résonance, mais je pense que tu vas aborder le sujet prochainement. Il y avait également une question sur la sensibilité des capteurs à la température. Attends. Vas-y, c'était quoi? J'ai pas lu Pour la fréquence de résonance, tu vas aborder le sujet, clairement. Et la question, c'était est-ce que les versions MEMS étaient sensibles aux températures? Il y a déjà des réponses qui ont été apportées. D'accord. Si ça a été clair, c'était Michel. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me faire signe et Luc pourra rentrer dans le détail si besoin. Oui, n'hésitez pas à m'interrompre. Je peux répondre rapidement sur la partie des fréquences de résonance. Dans le cas des capteurs résistifs, puisqu'on reste sur le système résistif ici, on a automatiquement une fréquence de résonance qui est associée à la raideur de l'élément sensible et des bras, la masse, les dimensions des poutres qui maintiennent l'élément qu'on voit d'ailleurs sur cette représentation. La partie, on va dire, en haut à droite, c'est schématiquement le nouveau développement de Andefco sur ce qu'on appelle le multimode et qui combine deux modes. Le mode standard qui est le trampoline. Donc là, on imagine bien les bras, la partie mobile qui est en rouge et les bras qui vont se déplacer verticalement en cas d'une excitation verticale. Et cette déformation va donner donc la sortie. Ça, c'est, je dirais, le commun de quasiment tous les accéléromètres standards, hors multimode. Si jamais les bras sont importants, on va augmenter la raideur, on va augmenter la fréquence de résonance et on va avoir besoin de beaucoup plus d'accélération pour faire la même déformée. Inversement, si on change la masse embarquée, on va aussi avoir ce type de phénomène sur le système mécanique complet. Donc globalement, plus les étendues de mesure sont importantes, plus les fréquences de résonance sont importantes. On dépasse pour les capteurs 200 000 G, là on est vraiment dans l'extrême, et des capteurs de balistique, on est au-delà du mégahertz de résonance. Sur un capteur, on va voir encore quelques courbes et quelques capteurs après. Un capteur standard, je dirais, de crash, si ce n'est pas amorti, les résonances sont entre 20 et 25 kHz.
Si jamais on travaille en multimode, c'est un cas un peu particulier, je vais en parler tout de suite. Encore une fois, les plages utiles, quand il n'y a pas d'amortissement ou sur un capteur, globalement, c'est entre 1/4 et 1/5 de la fréquence de résonance. Après, on dit qu'on dépasse en fait les 5% qui sont le critère ou les tolérances de sélection pour dire je suis encore assez précis pour donner une image électrique correspondant à l'accélération subie mécaniquement par le capteur. Ce qui est plus important dans le cas des capteurs de mesure dynamique. Donc, le multimode, on a ce fameux premier degré semblable au trampoline qui est commun, le système, je vous ai dit, masse-poutre. Et on a rajouté chez Andevco, dans le centre de développement qui se trouve en Californie, en fait, il y en a deux. Il y a la fonderie qui se trouve à Sunnyvale du côté de San Francisco, et on a le bureau d'études et de développement qui se trouve historiquement proche de San Juan Capistrano, qui est là où a commencé Andevco, 1947. On a encore le système de développement, et ils ont sorti en fait un nouvel élément sensible qui combine deux modes. Le premier mode trampoline, le deuxième mode en torsion. L'intérêt, c'est que le premier mode, si ce que je vous expliquais, a globalement une résonance à 25 kHz, le deuxième mode, lui, qui n'est pas une deuxième résonance dans le même degré de liberté, qui est un mode de torsion, lui est à 35 kHz. Quand le premier mode commence à arriver à ce pic de résonance, l'énergie est dissipée par le système de torsion, et la combinaison des deux, je me suis trompé de touche, voilà, la combinaison des deux qui est représentée sur le schéma fait que l'un absorbe l'autre, jusqu'à ce que le capteur ne soit plus capable de suivre du tout quand on a passé les deux systèmes de résonance. Mais l'effet immédiat, c'est qu'on a supprimé la résonance du premier, on n'a pas la résonance du second, et comme on a amorti en écrasant en fait le surplus d'énergie, on a prolongé la plage active et la plage utile de réponse du capteur. C'est-à-dire que globalement, où on avait des capteurs qui passaient 3, 4, 5 kHz, 6 kHz, qui est le standard, je dirais, dans beaucoup de capteurs associés au crash. On ne va pas chercher à mesurer plus parce que les capteurs n'étaient pas capables de mesurer beaucoup plus. On dépassait ces fameux 20%, 25% de la plage utile. Là, on est capable de pousser des capteurs. J'en ai testé certains. Je suis à 15 kHz. Le capteur a une réponse complètement plate, en dessous de 5%. On n'a pas du tout de résonance. C'est-à-dire que vous verrez sur les capteurs, après l'exemple, on s'est complètement affranchi de la résonance du capteur. Donc, même quelque chose qui serait un impact très net de type Dirac, qui est la problématique des capteurs de choc, le capteur n'a pas de résonance. Donc, sans résonance, il est répétable immédiatement. Enfin, il absorbe tout et il est à l'image de du phénomène qui est produit. Mais en plus, on le protège de de sa résonance propre, qui lui finirait par le casser. Ce qui est intéressant aussi, j'expliquais, c'est qu'on a travaillé maintenant avec des éléments sensibles qui ont 4 bras actifs. On a dupliqué en fait la sensibilité et les déformations des capteurs de choc. Et notre gamme aujourd'hui sur ce type de capteur-là, c'est du 2000G. On les teste sur table pour vérifier qu'ils soient fonctionnels à la gravité. Donc on est à 1 pour 2000. On est parfaitement fiable en sensibilité et en sensibilité. On a une excellente résolution. Ce qui est important et ce que j'ai marqué au niveau des avantages MEMS, c'est mécanique pure. Donc, on n'a pas de filtrage électrique, il n'y a pas de rajout de composants sur la partie signal. Donc, on évite. Je n'ai pas marqué les MTBF parce que on a rarement des cas de MTBF sur ces équipements-là. Mais globalement, moins il y a de composants, moins c'est sensible à la température. Et moins il y a de problèmes de durée de vie ou d'usure, enfin de fatigue, de soudure, de comportements divers de jonction. Je l'ai rappelé, le MEMS, une fois qu'il est fini en production, on considère qu'il est monobloc. C'est plus un assemblage. Donc là, vous avez l'exemple qui est en dessous. Ce qui est intéressant, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est un matériau en silicium, matériau 2 presque parfait, ce qui fait qu'on a une tenue en cycle qui est très importante. On n'a quasiment pas d'hystérésis.
On a une déformation qui est d'une très grande linéarité, donc ça donne des propriétés assez exceptionnelles sur les résultats des éléments sensibles. Je peux te couper 2 secondes? Ouais. J'ai une question d'un participant qui me demande si un capteur de 200 000 G est-il adapté ou surdimensionné pour des mesures de choc pyro en champ proche? Permet-il aussi de mesurer autour de 5000 G dans de bonnes conditions? Alors, très bien. On dépasse un peu la diapo qui est actuellement en présentation. On s'arrête à 2000, mais non, mais aucun souci. Attends, c'est très bien. Très bonne question. Déjà, il faut savoir que 200 000, ce sont des capteurs qui sont considérés ITAR. C'est donc une structure américaine, comme l'explique Meïwen. Il y a des règles d'exportation. Donc, c'est soumis à tout un tas de paperasses et d'autorisations. La résolution des capteurs MEMS, comme je l'ai dit, c'est du silicium qui est un matériau de Hooke presque parfait. La résolution est infinie. Donc, c'est pour ça qu'avec des capteurs, on a même des cas où on a des impacts chez Orano TN. Je ne l'ai pas cité en exemple dans cette visioconférence, mais ils ont des capteurs qui font du 20 000 et sur leurs essais, ils disent on arrive à mesurer la gravité avec les capteurs 20 000. Le problème, il n'est plus vraiment au niveau de l'élément sensible. Il est la capacité de lire les très faibles variations d'accélération. Ce sera pas, le capteur va toujours, c'est comme un élastique. Vous pouvez avoir toutes les longueurs intermédiaires quand vous tirez sur un élastique. La seule chose, c'est que si jamais vous n'avez pas le mètre à ruban qui vous permet de graduer correctement l'élongation, vous serez limité par votre résolution. Dans le cas des capteurs 200 000 G, 5000 G, ce n'est pas un souci. C'est comme ça qu'ils sont qualifiés. C'est-à-dire que Meïwen aussi mentionnait les systèmes d'étalonnage. Les capteurs peuvent être testés sur un pot vibrant, sur un système de tourne-choc avec un impact où on va faire tomber une bille sur une surface et les capteurs sont dessus. Pour avoir un relevé métrologiquement traçable et fiable, on s'arrête à 5000. Tous les capteurs, même les 200 000 G chez Andefco et chez PCB, on va avoir le système pop-up pneu-choc qui est bande d'étalonnage, il va étalonner jusqu'à 5000. Et on extrapole. Là, regardez, maintenant je reviens sur celui-ci. Les deux capteurs qui sont comparés, c'est le 7264C-500. Le standard de tout ce qui est mannequin, crash auto. Aujourd'hui encore une très grande référence. On n'est pas les seuls à faire des capteurs, mais une très grande référence dans ce milieu-là. On est sur un capteur non amorti et 500G. Celui qui est à côté, c'est la version nouvelle, donc c'est le 726CH. On a aussi le 7264H, qui est la version Rolls-Royce, je dirais, de ce modèle-là, qui sont la version multimode. Lui, il est en 2000G. Comme je vous expliquais, on travaille maintenant avec du 2000G. Et si vous regardez les résultats, le capteur qui est en dessous, enfin les deux courbes du bas, je vais commencer par le bas. On a les sensibilités qui sont données, mais on a surtout la linéarité qui est testée jusqu'à 40G. On commence à 1G. On monte jusqu'à 40, donc on est à 5% de l'étendue de mesure du capteur. La linéarité dans le cas du 72-64C, si vous regardez, c'est écrit en tout petit en haut à droite de la courbe. Les capteurs sont donnés tous les deux à 1% de précision de linéarité. On est à 3, 10, moins 5. Et sur le 726CH, on est à 2, 10, moins 4. Une nouvelle lunette, mais je ne vois pas bien. C'est-à-dire que, imaginez bien qu'on est à 2 pour 10 000. Donc, si vous travaillez à 5000 avec un capteur 200 000, pour moi, il n'y aura pas de souci. La construction de l'élément sensible est la même, le matériau est le même, le comportement en linéarité et en hystérésis de l'élément sensible sera similaire. Il y a quand même une petite différence, c'est que, encore une fois, si on parle des 72-70 à 200K, 200 000 G, lui n'est pas amorti. À un moment ou à un autre, on n'est plus capable de les amortir. Le multimode, on ne l'attribue qu'à ces capteurs qui vont jusqu'à 2000. Quand on travaille avec les très très hautes étendues de mesure, on n'est plus capable d'amortir. Ça devient quand même des choses qui sont difficiles à produire. On est capable de légèrement amortir à R, c'est-à-dire qu'on va
accepter, où on va limiter justement les effets de la résonance, mais pas de façon aussi importante que ce qu'on est capable de faire avec le multimode. Généralement, les 200 000 G ne sont pas faits d'ailleurs pour mesurer 200 000 G, ils sont faits pour avoir justement cette fameuse fréquence de résonance qui est au-delà du mégahertz. Parce que comme ça, on est capable d'avoir des phénomènes qui sont extrêmement dynamiques, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un risque de casser le matériel. Les deux courbes qui étaient au-dessus, quand même, vous avez la réponse en fréquence qui sont faites. Il faut savoir que c'est là, je les ai fait dans un cas il y a 2 semaines et dans l'autre la semaine dernière. Donc c'est vraiment tout neuf. Le 726 CH qui est à droite, qui montre strictement aucune résonance, vous voyez, on arrive à... Enfin, il y a marqué au-dessus de la courbe, fréquence de résonance supérieure à 42 000 Hz. C'est parce qu'en fait, c'est la limite du banc. Il est allé jusqu'au bout et il n'a jamais rien trouvé. Et dans le cas du 72-64C, qui lui, sur les specs, si vous regardez, est globalement aux alentours de 17-18 K en résonance, on voit très bien le phénomène de résonance. À gauche, on est en déviation en pourcent, et quand on bascule sur la recherche de résonance, comme ce sont des amplifications qui sont beaucoup plus importantes, on passe en dB. Forcément, quand on fait un balayage comme ça, on n'y reste pas à la résonance, sinon ce que j'expliquais tout à l'heure, on casse. Mais ça permet quand même de la caractériser. S'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça, on va continuer sur ce que ça représente. Donc, quand on mesure du choc, là, je bascule non plus sur la technologie, mais sur ce qui va être associé à l'essai de choc. On a en gros deux choses qui sont importantes. Soit on va s'intéresser au choc en lui-même, c'est-à-dire à voir jusqu'à quelle énergie on est allé. J'ai mis la valeur essentiellement pic de l'accélération qui a été subie. En fait, on a 2 paramètres. On a le pic et la durée. Parce que si on est vraiment très très court, on arrive effectivement à ce phénomène de Dirac. Et quand on fait un Dirac sur une impulsion très courte en temps, en durée temporelle, voilà, et ben, c'est comme ça qu'on excite toutes les résonances du système mécanique associé, le capteur et les autres. Donc si le capteur a une résonance qui est beaucoup plus élevée que le système qu'on va tester, essentiellement mécanique, hein, quand on travaille, je dirais, dans la sécurité automobile, dans le bâtiment, dans le composant, on a rarement des fréquences qui sont intéressantes au-delà de 25 kHz. Le deuxième point qu'on va mesurer, c'est plutôt la partie intégration du signal d'accélération, parce que l'accéléromètre a cette propriété, comme on disait tout à l'heure, très importante. C'est petit, ça se passe un peu partout, c'est très léger, et ça n'a pas d'énergie propre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va l'associer à des éléments qui vont, eux, se déformer, et on va être capable d'intégrer, enfin, on va s'intéresser à l'intégration du signal pour aller de l'accélération à la vitesse, et encore mieux quand on parle d'absorption, on verra avec des casques ou des pare-chocs ou des éléments qui chutent, les absorptions d'énergie, on va regarder le déplacement. Donc, il va y avoir ce paramètre qui est très important, c'est-à-dire que le capteur soit capable de mesurer l'accélération, et s'il n'y a plus d'accélération, de dire 0. Là, on se positionne dans un premier cas d'essai. C'est un cas d'essai capteur, ce n'est pas un cas d'essai de matériel. On a mis 2 blocs en métal, le choc le plus violent qu'on puisse faire subir au niveau accélération et impact, c'est du métal-métal. Typiquement, on a une réponse qui est un Dirac. Et là, ce qu'on a testé, c'est 2 capteurs, un non amorti et un avec cet amortissement multimode, où, en tout cas, là, c'est du multimode, mais ça fonctionne avec les capteurs qui sont amortis. On a les 2 réponses en fréquence. Donc, celui qui est en bleu, c'est l'amortissement multimode. Celui qui est en rouge, c'est le non amorti. Et donc, sur cet impact tel qu'on mesure, on voit déjà au niveau du signal brut, associé au Dirac qui a été appliqué aux 2 capteurs, on a la résonance propre du capteur. Donc là, si on mesure, globalement, on est à 25 ou 26 kHz sur la courbe rouge, en résonance en plus du choc, donc qui est la résonance pure capteur. Et à l'inverse, quand on regarde le bleu, qui lui est amorti, alors c'est un peu petit, je suis désolé, mais la photo pour moi était plus parlante, donc c'est pour ça que les courbes sont plus petites. Sur les conditions d'utilisation, on n'a pratiquement plus de résonance. Il y a quand même un deuxième paramètre qui est important, je vous parlais d'intégration. Quand on n'est pas
amorti, pour pouvoir utiliser le capteur, on va filtrer le signal. Quand on filtre, on n'est pas forcément très linéaire. Et donc, on n'a pas forcément un retour propre après le filtrage. Et quand on travaille sans amortissement, la partie mécanique a subi quand même pas mal de, ce que j'expliquais tout à l'heure, pas mal pas de dommages, mais en tout cas d'énergie. Et elle ne retourne pas forcément tout de suite à zéro, ou proprement à zéro. Elle peut avoir un léger décalage au niveau de son retour. Et ce faible décalage, eh ben, ça devient très important dès qu'on va s'intéresser à l'intégration du signal. Ce qu'on voit, ça, cette fois-ci, c'est la petite courbe à droite. C'est-à-dire que le petit décalage qu'on a sur l'accéléromètre après le choc, une fois qu'on intègre, eh ben, ça génère une valeur de vitesse qui n'est pas, puisque les deux blocs sont à l'arrêt. Et si jamais je me suis intéressé encore une fois pour avoir la position, bah, il y en a un qui est complètement dans les choux qui dit que je suis à 5 mètres de la position à l'arrêt des deux capteurs. Donc, ça a ce paramètre très important, le retour à zéro et le suivi correctement de l'accélération. Là, on a un petit essai maison. Je vais faire un petit clin d'œil aux gens de l'ISA parce que je crois qu'il y a une ou deux personnes qui sont qui assistent. Il y a eu l'instrumentation d'un canon pour tirer dessus et voir en fait le déplacement du canon lors d'un tir. Il se trouve que une fois que les capteurs ont été installés, c'était des 726 CH, les capteurs ont vu 3500 G sur des capteurs 2000. Et on s'est posé la question par rapport aux résultats, si les résultats étaient cohérents, si ce n'était pas justement un problème le capteur. Il faut savoir que ces capteurs-là acceptent 10 000 G en surcharge. Ce sont des 2000, ils acceptent 10 000. Je ne les ai pas testés plus que ça pour voir si c'était juste une valeur de papier ou si la sécurité était beaucoup plus importante. En tout cas, on a récupéré les capteurs, on les a testés sur un banc d'étalonnage en vibration, on les a testés en linéarité. Ça fait partie justement des courbes que vous avez vues précédemment sur la linéarité, après les essais. On a poussé jusqu'à faire la petite démo. Il y a Mywen aura une petite vidéo. D'ailleurs, tu peux la mettre maintenant, Mywen, s'il te plaît. Donc, globalement, le capteur est sur le bloc métal. C'est très court. Ça, c'est mon avatar. Voilà, le capteur est sur le bloc métal. Et on voit bien la courbe de réponse. J'y suis allé avec la clé à molette que j'avais le plus lourd possible. Et j'ai tapé sur le... Je veux bien que tu reviennes à l'autre image maintenant, s'il te plaît. L'idée, en fait, c'était, on avait le bloc métal qui représentait... Ou tu repasses la vidéo. Les deux. Le capteur était collé à l'autre côté du bloc métal, ce qu'on voit sur la photo. Et on vient l'impacter de telle sorte à lui mettre typiquement un choc métal-métal. Il était collé et vissé pour être sûr qu'il y ait la meilleure transmission possible de l'impact. Et ce qu'on voit, c'est la courbe qui est en bas. J'ai dépassé l'étendue de mesure. En fait, on a un conditionneur qui est 44-18 sur la photo. Il a saturé. J'ai tapé beaucoup plus fort que l'étendue de mesure du capteur. Pour autant, on voit bien un pic immédiat qui est l'impact, et après une toute petite vibration, quelques autres pics parce que comme je le tiens à la main, c'est pas immobile, c'est pas rigide. Mais ce que l'on voit, c'est que on a le pic principal qui va jusqu'à 10, et après la partie négative qui, elle, est tout de suite absorbée. Si vous vous souvenez de cette image-là, si ça avait été le capteur qui résonnait, on aurait eu ce phénomène d'oscillation important autour du zéro. Donc là, on peut tout de suite dire que les résonances qu'on voit là, ce n'est pas le capteur. Donc, tous les éléments sont exploitables, si jamais il y a besoin. On voit aussi que le capteur, enfin là c'est petit, mais sur les courbes enregistrées, que le capteur est immédiatement revenu à zéro une fois qu'il a arrêté de subir l'impact. Et c'est ça qui est important, parce qu'on aura la valeur du pic, on est capable d'intégrer par rapport au temps, et comme on revient à zéro, on est capable aussi de revenir jusqu'à la déformer. Là, il se trouve que on voit qu'il y a quelques fréquences et que ça bouge un peu, mais ça, je vous dis, il voit aussi le fait que le bloc se déplace. Hop, je vais basculer après sur les autres considérations, et je vais y passer un petit peu de temps, il est déjà 39, donc ce sont des améliorations ou des considérations qu'on a mis en plus sur les capteurs.
Beaucoup de nos capteurs, comme ce sont des MEMS, sont sensibles aux décharges électrostatiques. C'est encore une fois tout petit, donc même une petite étincelle, un contact pourrait les endommager au niveau corps de l'élément sensible. Donc on va rajouter en entrée de ces circuits des diodes TVS. Une diode TVS qui veut dire Transient Voltage Suppression, qui va éviter que si jamais on a une tension trop importante, ça arrive sur le pont. Ce ne sont pas des diodes de conditionnement de circuit, ce sont juste des diodes de protection et de sécurité du circuit. C'est-à-dire que si jamais c'est trop important, elles se mettent en direct et on évite d'avoir ces surtensions sur le pont. Ça permet de protéger contre les manipulations, le fait que nous-mêmes, on soit récepteurs et conducteurs par la manipulation d'endommager les composants. Tous nos capteurs récents sont équipés de cette protection. Il faut savoir que la manipulation de ces capteurs, j'ai jamais cassé un seul capteur de tous mes essais, que ce soit la clé à molette ou d'autres essais assez farfelus que je puisse faire pour chercher les limites des capteurs. J'ai jamais cassé un seul capteur multimode, mécaniquement. Si je coupe le câble, c'est autre chose. Mais mécaniquement, j'en ai jamais cassé un seul. Après, pareil, on parle des capteurs et de leurs éléments sensibles qui doivent être robustes. Ce n'est pas les seuls. Tout le système qui intègre le capteur va réagir au choc. Une onde de choc sur un câble, ça peut provoquer aussi des problèmes. Ça peut, ce qu'on voit sur la courbe du haut qui est présentée ici, en fait, on a mis un pont fictif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accéléromètre, c'est juste 4 résistances, montées même pas sur le système qui reçoit un choc, qui va être sous tension, et on va monter sur un système dynamique, choqué là donc à 1500 G dans l'expérimentation, le câble. Et on voit que sur certains types de câbles, en fonction de leur isolement et le frottement qu'il y a par effet triboélectrique, en fait, on va délivrer des charges qui seront visibles sur la mesure. Donc, Andefco a développé et travaillé sur des interfaces entre les conducteurs et les différents isolants qui composent le câble, de telle sorte à ce qu'il y ait le moins de frottement possible, libérant des charges. Et ça permet d'avoir un capteur qui répond encore une fois fidèlement à l'accélération et une perturbation ou un signal bruité qui ne sera pas dû au câble. Ils sont aussi avec une isolation de type cage de Faraday pour éviter les phénomènes CEM, bien sûr. Donc, ça permet d'avoir des câbles et des capteurs, un système de mesure complet qui est déjà le plus fiable possible. À savoir que quand on parle aussi du câble, là, c'est une autre diaporama qui sort d'une visioconférence qu'on a fait sur les bonnes pratiques mécaniques et électriques de l'utilisation des capteurs. Il est tout aussi important, ce que j'expliquais sur le résultat du câble et le bruit qu'il peut apporter quand il est soumis à des vibrations ou à des chocs, de monter correctement et de fixer le câble de telle sorte à ce qu'il ne soit pas trop sollicité ou qu'il ne se déforme pas trop pour générer, encore une fois, lui aussi un signal. Petite question pour toi, là. Je finis ça et j'y réponds. Vas-y. Parce que comme ça, j'ai fini avec le câble. Vas-y. Au même titre que le montage, les identifications, des systèmes de sécurité, des mémoires de stockage sur des paramètres, éventuellement des talonnages ou des reconnaissances à distance, des interfaces fusibles de facilité de connectique, ce sont des choses qui sont aussi à prendre en compte quand on travaille avec des câbles. Et c'est ce qu'on offre sur des versions, je dirais, faites à façon, en fonction des besoins. Et là, hop, voilà, je t'écoute. La question concerne le montage de capteurs pour des très forts niveaux de G. Le client demande si on recommande des colles particulières. Alors, oui, bonne question. Je vais y répondre et puis ça peut permettre à des personnes de regarder aussi cette diapo en même temps. Pas de souci. Il y a eu tout un tas d'expériences qui ont été faites sur le montage des capteurs. Le meilleur montage, c'est le vissage, avec une contrainte. Il y a du vissage avec de la graisse. C'est ce qui permet en fait d'avoir la meilleure transmission mécanique de l'accélération, d'une force, enfin de tout. Après, on va avoir des colles qui vont dépendre qui vont dépendre en fait de l'utilisation. On distingue ce qui va être plus ou moins permanent. Celle que j'utilise par exemple pour faire des étalonnages, c'est pas de la colle, j'utilise de la cire pétrochimique
à savoir que j'en discutais avec d'autres utilisateurs sur un système modal shop d'étalonnage. J'ai aucun souci à monter jusqu'à des fréquences de 15 kHz qui sont la limite pour l'étalonnage de mon système, enfin celui du moins que j'ai en main, alors que la cire pétrochimique est donnée pour quelques kilohertz de fonctionnement. C'est quelque chose qui est très pratique au niveau utilisation temporaire, donc dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que c'est très résistant par rapport à une sollicitation perpendiculaire au montage ou à la surface du moins, et c'est pas du tout résistant à la torsion ou au cisaillement. Donc ça se démonte très vite et ça se monte très vite. Et en plus, je vous dis, c'est performant jusqu'à des fréquences assez intéressantes. Donc ça, c'est typiquement du temporaire. Le double face fonctionne très bien. À savoir que si jamais, que ce soit de la cire, que ce soit de la colle, que ce soit du double face, on est trop épais, eh ben, à un moment ou à un autre, on va aussi caractériser l'amortissement qui est associé à l'épaisseur du double face ou de la colle. Quand on travaille avec des colles qui sont semi-temporaires, c'est-à-dire on espère que ça dure quand même longtemps, ce serait bien, souvent on met de la colle cyanoacrylate, donc la super glue classique. Ça a quelques inconvénients, c'est qu'il faut normalement, pour bien démonter, laisser un peu de temps à un solvant pour pouvoir fragiliser en fait cette colle et après démonter sans effort, puisque on a vu que les pics importants, enfin très nets, excitent la résonance dans beaucoup de capteurs. Si jamais vous êtes trop violent avec une clé, ou je ne vais pas dire au burin ou au tournevis pour décoller vos capteurs, vous risquez de lui mettre un impact qui excitera sa résonance et les problèmes associés à ce qui a déjà été présenté. Ça peut être contraignant d'avoir du solvant parce que ça peut polluer l'endroit, c'est pas forcément accessible. Il faut que ça laisse le temps au solvant d'agir pour fragiliser la colle. Et ben, tout ça, c'est facile sur un banc d'étalonnage, je dirais, mais sur un essai, ça peut être beaucoup plus compliqué au niveau place. Mais cela dit, ça reste quand même une très très bonne solution. Après, il existe des colles à très haute température. Et plus on va chercher à avoir des colles robustes, en fait, plus on considère que c'est permanent, et ça va avoir des liaisons très bonnes, mais par contre, vous aurez un capteur à un usage. Enfin, il sera à demeure. S'il est cassé, en gros, vous cassez le capteur à nouveau pour pouvoir le retirer. C'est la même chose qu'il y a des gens qui soudent. Ça fonctionne aussi. Encore une fois, ça devient plutôt permanent parce qu'on risque d'endommager le capteur. Il existe des gens qui collent avec le pistolet, le heat gun, je ne sais plus comment on appelle ça, avec les tubes de colle qui sont chauffés et puis qui se positionnent. Donc là, c'est pareil, il y a des températures de cure pour pouvoir les décoller, c'est assez contraignant. C'est pas très très précis. On peut avoir des épaisseurs de colle qui sont plus importantes. Pour moi, la cyano, ça restera mieux dès que vous pouvez l'utiliser. Si vous vissez, c'est bien. Si vous pouvez mettre un intermédiaire, c'est bien. Pas trop d'intermédiaire parce que, comme tout système mécanique, si vous multipliez les interfaces, vous risquez, c'est pas systématique, mais vous risquez de multiplier les fréquences de résonance qui ne seront pas le système que vous voulez mesurer, mais l'assemblage du capteur. Et ça, c'est problématique. J'espère que j'ai répondu. Si jamais, sinon, je vais continuer, mais si jamais il y a d'autres questions. C'est bon, merci Luc. Merci. Là maintenant, on est passé sur, c'était le titre des essais. On a eu l'année dernière, on a proposé à nos clients et les gens avec qui on travaille de partager des expériences. Et là, j'en ai quelques-unes à vous faire part qui ont fait l'objet de visioconférences aussi plus détaillées, donc on va passer très très vite. Là, c'était avec l'Université de Paris-Sorbonne, où ils faisaient des recherches sur le projet Best Tennis. C'est-à-dire, il y avait des joueurs de tennis qui étaient équipés de capteurs en tout genre, dont des accéléromètres, et ils cherchaient à mesurer, que ce soit au niveau de la raquette, la résonance de la raquette, la transmission de l'énergie au bras, au coude, puis à l'épaule, et avoir cet aspect tout aussi sportif que médical, de voir les répercussions en fait de chacune des frappes. C'était essentiellement coup droit et service. Ce que vous avez en bas à droite en courbe, c'est un service. Ils utilisaient en fait, et ils utilisent toujours d'ailleurs, des capteurs piézoélectriques électroniques intégrés, IEPE ou ICP, et ils avaient des problèmes de mesure de bruit qu'on a très vite identifié comme étant en fait la jonction filaire de la partie accéléromètre. C'est-à-dire que comme l'homme, c'est une machine assez évoluée,
surtout avec des mouvements libres dans tous les sens des énergies, une frappe qui est là pour le coup très dynamique, ça reste des professionnels, et bien, ils avaient des soucis de câbles, dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a corrigé les câbles, ça a fortement amélioré les mesures, et on a profité de ces essais aussi pour voir si ce n'était pas la technologie qui était problématique, ou si du moins, il n'y en avait pas une autre qui était mieux associée. Et donc, on a monté aussi un autre capteur qui est un 757 AH, c'est le plus petit qu'on ait chez Andevco, qui est multimode. Et quand on a combiné les deux, on a vu les deux capteurs de technologies différentes, montés côte à côte, comme on voit sur la photo du milieu, ont donné des résultats similaires, vraiment, dans tous les sens du terme. Le petit plus, c'est que le capteur résistif arrivait aussi à voir les mouvements du bras avant, c'est-à-dire l'armement de la raquette. Encore une fois, c'est des niveaux de jet qui sont très très faibles. On arrivait à mesurer l'impact. On avait justement ces fréquences qui ont été dissociées et analysées comme étant à 350 Hz et 3000 Hz et quelques, qui correspondaient à la raquette ou à certaines résonances. Et on avait même le mouvement du bras une fois que la personne avait arrêté de frapper. Donc, on avait suivi intégralement. Les deux technologies fonctionnaient très bien pour ce type d'application, puisqu'on n'était pas assez dur au niveau impact pour que l'un prenne le pas sur l'autre. Et on était suffisamment dynamique aussi pour que les deux répondent correctement. Je n'ai pas la suivante. Attendez. Hop. Raté. Next page. Je suis tout seul? Non, on est là. Alors, j'ai un souci pour pas. Il ne veut pas basculer sur la page suivante. Attends, je le fais. Ok, s'il te plaît, Maëvan. Il ne veut pas non plus, tu vas me dire. Alors... Je suis désolé, j'ai débordé déjà. Je vais prendre un peu et en étant un peu long sur certaines explications. Voilà. Merci. Alors là, ce sont les gens du crypte qu'il faut que nous remercions sur les deux diapos qui viennent, où on a pu faire des essais de différents types. Donc là, il y aura deux présentations sur eux, leur problématique, qui était le changement d'homologation des casques. C'est-à-dire qu'avant, les casques étaient impactés essentiellement sur un axe, sur des plats ou je dirais des flèches de type, avec des angles de type trottoir, des impacts essentiellement dans un axe. Aujourd'hui, en fait, la norme demande aussi à ce qu'on mesure dans les trois axes d'accélération et dans les trois rotations associées à la tête. La vidéo que Maëvan pourra passer bientôt, pas tout de suite s'il te plaît, montrera en tout cas cette évolution. En allant avec eux travailler sur comment utiliser ces capteurs et traiter les données de mesure, on a mis donc à l'intérieur de la fausse tête ces capteurs donc de multicomposantes. Et le schéma qui est à droite, qui est très intéressant, c'est on a donc l'axe Y qui est l'axe de chute, où on voit dans la réponse du capteur une courbe typique d'une absorption, d'ailleurs tel que le schéma avec la zone en verte que j'ai mis en image, c'est-à-dire une montée de l'impact. Après l'écrasement de la pièce, donc on va avoir une stabilisation en fait au niveau de l'accélération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie, et là on repasse à zéro. À l'inverse, comme on est sur un point incliné à 45 degrés, on a d'un côté l'axe X qui est l'axe de rotation de la tête qui va être associé à cet angle de 45. Lui, on verra quasiment rien, ce qui est logique. On verra quand même quelque chose parce qu'il faut aussi associer au fait que quand il y a un impact, ce qu'on cherche à caractériser, c'est l'onde de choc et la propagation justement du choc et sa dissipation. Donc, X verra très peu d'accélération, mais verra quand même des résonances d'un peu partout une fois que tout va rebondir à l'intérieur surtout que la fausse tête, elle est maintenue, mais pas à une certaine liberté avec la mousse et tout le système que compose le casque. Mais on voit aussi que l'axe qui est en jaune, Z, lui, il est typique d'une accélération avec une énergie apportée. C'est-à-dire qu'au moment où on impacte le système à 45 degrés, toute l'énergie verticale va être basculée en horizontale. Il y a du grip qui est monté, ce qu'on voit sur la photo, qui permet justement d'éviter que le casque glisse, mais plutôt qu'il transmette au maximum l'énergie
verticale en horizontale, eh ben, on a un apport d'énergie qui fait ce pic d'accélération. Et comme un lancer de cailloux ou autre, on a une forme gaussienne. Et après, on a une autre type d'accélération parce qu'il y a quand même un filet pour retenir le casque. Donc, automatiquement, il va y avoir une absorption associée au filet de retenue. Mais les trois comportements sont très cohérents par rapport à ce que, en théorie, on est censé obtenir. Je veux bien que tu bascules sur la suite, s'il te plaît, Maïwen. La vidéo est très courte. Mais elle représente les deux essais et voilà, et l'évolution de la norme. J'ai pas de vidéo, Maïwen. Car moi, elle a été lancée. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Non, on ne l'a pas vu. Non, il n'y a rien. Je la relance. Et là, pour moi, elle démarre. Ça, là, elle démarre. Voilà. Yeah. À gauche, l'ancien. Et à droite, le nouveau. Purement vertical. Et après, on voit bien le point incliné qui va générer en fait la rotation du casque. La suite, s'il te plaît, Maïwen. On continue avec ce qui a pu être fait avec les gens du CRIT. Ils ont un autre type d'essai qui est réalisé, qui est en fait la projection de gravier. Maïwen, je suis verrouillé sur la certification du casque. Ah, super. Ah, zut, pardon. Je reprends. Et ça marche. Pétard. Voilà, c'est bon. Merci. Voilà. Donc, encore une fois, les gens avec qui on travaille sont tout aussi curieux que nous, et ça permet de faire des essais. Ce n'est pas une clé à molette cette fois-ci, mais on a utilisé aussi un casque, et cette fois-ci, leur banc de projection de gravier. En gros, c'est une bille en métal qui est projetée avec un lanceur à air, dans une caisse, et on positionne le casque. Là, on a mis, j'ai un Larsen, ou un Echo en tout cas. Ah oui, c'est moi, pardon. Donc là, on a fait des essais, merci, de projection d'une bille, soit sur la partie visière, la petite image avec la visière, on voit les capteurs, on voit la bille au moment où elle commence à déformer la visière, ou un impact à l'arrière du casque sur la partie renforcée. Ce qu'on a comparé, donc la visière, c'était rigolo, mais je ne vous cache pas qu'on a essayé de décoller, les capteurs se décollent tout de suite. La partie arrière était assez intéressante. On a comparé en fait justement le phénomène multimode avec des capteurs qui ne sont pas amortis. Et on a la courbe qui est en bas. La courbe qui est en bas, la partie noire, c'est l'impact de la bille. C'est un multimode qui est juste à côté de là où il y a la zone impactée. Donc on voit bien le pic, un peu de résonance. Il se trouve que comme c'était collé à la cire pétrochimique, je parlais, c'est très temporaire, il s'est vite décollé. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a très vite vu plus aucune accélération, donc il est revenu à zéro, ce qu'on disait tout à l'heure. Après, on a mis de part et d'autre, à peu près à équidistance, un non amorti et un multimode. Et là, on voit que les deux capteurs captent bien la vibration initiale. On a des pics qui sont vraiment très proches, donc c'est à peu près logique qu'ils soient cohérents l'un et l'autre. Et on voit exactement le phénomène de résonance qu'on essaye d'éviter avec justement ces amortissements. À la fin, le casque résonne un petit peu, il y a un petit peu de déplacement, on voit bien les deux courbes, le bleu et le vert, vivre encore un petit peu, mais comme on a tapé de façon très sèche, on a le capteur qui n'est pas amorti, qui résonne encore. Et ça, c'est les oscillations supplémentaires qui ne sont pas du tout associées à ce qui se passe sur le casque. Ça se répercute déjà comme une erreur, donc il faut la filtrer. Mais même quand on revient sur le phénomène avant, on voit qu'à certains endroits, notamment le deuxième pic qu'on voit bleu, d'un côté, le capteur multimode a suivi ce pic, a bien vu ses fréquences, mais le vert, lui, comme il était en résonance, il a eu une opposition de phase, une opposition de son signal, et donc il a perdu ce pic. Et dans l'autre cas, si on voit la courbe d'après, il a diminué le pic, il n'était plus en suivi correct du phénomène. Donc le multimode, ce que j'expliquais, comme il n'a pas sa résonance et il ne fonctionne pas ainsi, il va être à l'image de la vibration de la structure sans intégrer des problématiques qui sont sa propre construction.
Suivante. Merci. Là, ce sont des capteurs qu'on a fait parce que j'expliquais sur les capteurs à huile, c'est ancien. Il y a beaucoup de banques qui sont utilisées, qui sont équipées de capteurs à huile parce que les capteurs à huile, ils ont une propriété qui est très importante, c'est que eux aussi, ils sont quasiment indestructibles. Donc en fait, dès qu'on a des chocs où on ne va pas savoir trop ce qui se passe, on va d'abord protéger le capteur et on espère avoir une mesure. Et si ça se passe mal, préserver le capteur à la fin. Ce qu'on a voulu montrer, ce qui a été testé par des Allemands de chez TUV ou même des collègues chez Stellantis dans l'Est, c'est qu'on compare ces deux technologies en montant côte-côte des capteurs et on regarde comment ils se comportent, que ce soit sur le chariot ou sur le matériel d'essai. Et dans le cas de la courbe qui est représentée ici, on avait un capteur qui est donc de 250G. On avait le capteur qui est de 2000G associé donc au multimode. Et on a une précision délirante, une superposition, ce que je disais justement à Quentin il y a peu de temps. On a des écarts d'accélération qui sont vraiment très très proches. On est très loin de la précision du capteur sur papier. C'est beaucoup plus précis que sur papier, nos capteurs. Et l'écart entre les deux capteurs était vraiment très très faible. L'écart, une fois qu'on a intégré pour arriver au déplacement sur un chariot qui se déplace de l'ordre de 6-7 mètres, on était à 4 mm quand on a intégré les deux signaux. Donc, on était sur une technologie qui mesurait 250G. On a mesuré pas autant, hein, on est plutôt aux alentours de 50-60G. Et malgré ça, avec un capteur 2000, on arrivait à avoir une fiabilité phénoménale de la mesure. Ce sont des capteurs qu'on a prêtés pour que les gens se disent « pourquoi pas ?» Je vais voir si je peux aussi utiliser de l'amortissement multimode. On a préparé les capteurs, on leur a prêté. Si jamais vous avez ce type d'essai, posez-nous la question. Nos capteurs, on en a une bonne partie en stock parce que ça fait partie aussi de la stratégie de PCB de livrer au plus vite, au moins quand on peut. Vous voulez essayer, vous voulez comparer ce que vous avez d'existant et notre matériel, ça peut se gérer. Suivante, où là, on va travailler avec d'autres utilisateurs, mais c'est plutôt dédié militaire au niveau des applications. Chez Neural Machina ou même chez Daher, ils ont eu des problématiques de mesure de choc. Et il se trouve que là, on a soit un cas de blindage où on va mesurer en fait quand il y a des mines au sol qui sont sous le véhicule, la sécurité du véhicule. Donc on a, alors c'est la photo qui est au milieu à droite, avec le petit cercle rouge, c'est là où on a positionné le capteur en dessous pour mesurer les différents impacts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on mesurait que ce soit du gravier ou plus lourd comme impact sur la structure, ou le cas d'un container qui servait à transporter du matériel sensible, où les essais en fait étaient d'abord faits avec un capteur piézoélectrique. Le souci, c'est que quand le capteur chutait, parce que en fait les containers sont munis de systèmes de roulement pour pouvoir les déplacer facilement, ils rencontraient en grande partie des problèmes parce que quand le système de roulement est cassé, c'est beaucoup plus difficile de déplacer le conteneur. Donc, ils ont des essais à chute de 10-20 cm ou parfois plus haut. Et en fait, les différents composants se cassent ou réagissent ou vont en butée. Et quand on instrumente avec un capteur IEPE, quand on est en butée, on se retrouve dans la condition du Dirac. Et le Dirac, sur un capteur IEPE, ça donne la réponse verte. C'est-à-dire qu'on a cette résonance et ça provoque une déstructuration en fait, du cristal. Il s'est désorganisé au niveau de la polarisation et on a besoin d'un certain temps pour revenir à zéro et pouvoir recommencer. Pensez bien que déjà, ça fausse les données d'accélération. Et si jamais vous voulez intégrer, c'est foutu. Ça peut pas fonctionner. Vous avez pour quelques, parfois secondes, des pertes de données parce que le temps qu'ils reviennent à zéro, en fait, toutes ces valeurs-là sont erronées. Donc, on a comparé ça avec un capteur multimode. Et pareil, on a retrouvé la courbe bleue qui correspond à la résonance de la structure. On est bien en deçà de la résonance du potentiel du capteur. Et encore une fois, j'arrive pas à faire résonner un capteur. Si on arrive à faire une résonance, on arrive à quelques 5-10 dB max. C'est pas ce qu'on appelle une résonance. Donc les fréquences qu'on mesure, ce sont les fréquences de la structure qui résonnent les pièces entre elles.
mais on suit la partie dynamique du choc. Hop, ça c'est pareil, ce sont dans certains cas des... je ne peux pas tourner la page. Non, j'ai fini. Récapitulatif. Je veux bien que tu bascules encore, s'il te plaît. Comme Maïwen a expliqué dans le chat, la présentation, donc il y a pas mal de commentaires qui sont déjà écrits dessus, j'en ai dit pour beaucoup. Vous pouvez la récupérer. On a remis les références des capteurs qui ont été testés, à savoir qu'il manque une chose, c'est que les capteurs de vitesse angulaire qui ne font pas partie de cette présentation ne sont pas cités. Ils existent aussi. C'est des capteurs qui font partie de la diapo et de la visioconférence. Savoir qu'il y a d'autres modèles, bien sûr. Maïwen, s'il te plaît, encore. On avait commencé par des petites images de la vie courante et quelques niveaux de G, à savoir qu'il y a plein d'expériences insolites où l'accélération a été mesurée. Et ça, c'est un petit tableau récapitulatif, où, au moins parmi des exemples, pour avoir des niveaux de G et des applications. La frappe du marteau de la crevettement. Dernière, s'il te plaît, Maïwen. Voilà, les informations. J'ai fini. Je suis un peu plus long, désolé, comme d'habitude. Effectivement, on a un petit peu dépassé le timing, un petit peu à 20 minutes près, on va dire. Mais merci Luc, en tout cas, pour ton intervention. Si vous avez d'autres questions, là, c'est vraiment le moment de les poser pour ceux qui sont encore disponibles et qui avaient un petit peu plus de temps devant eux. Comme j'ai mis le document qui est disponible en téléchargement, donc vous pouvez d'ores et déjà le télécharger pour garder toutes les informations, pour nous contacter si vous avez besoin de nous contacter. Si on revient sur la première page, donc il y a les coordonnées de Quentin et de Pakis, donc qui sont nos... enfin, que j'arrive à la première page, qui sont nos chefs de marché respectifs sur les différents domaines, donc soit la partie auto, soit la partie aéronautique défense. Donc, n'hésitez vraiment pas à les contacter si vous avez des questions. Je ne sais pas si Quentin, Pakis, vous avez un petit mot à rajouter? Écoutez, on est à votre disposition pour partager davantage vos applications et de voir effectivement, de tout simplement partager sur vos applications. On est à votre disposition. Voilà. Pas mieux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On serait heureux de vous accompagner dans vos essais. Et donc, moi, pour rajouter un petit dernier mot. Ah, il y a une question qui arrive, donc je rajouterai mon dernier mot après. Quentin, je te laisse gérer. Ouais. Une question de Natacha. J'ai une petite question. Pour une structure convexe, est-ce que vous avez des accéléromètres suffisamment petits, gamme d'accélération faible autour de 1000 G? 757 AH, celui qui était utilisé sur la raquette. Effectivement, la raquette n'était pas parfaitement plane. Non, mais historiquement, les raquettes étaient très plates avec des angles droits et maintenant, elles sont toutes en courbe. Donc, effectivement, c'était un des sujets qu'on a dû traiter dans le cadre de l'essai sur la raquette, installer des capteurs sur des surfaces qui ne sont pas totalement planes. Alors, j'ai parlé des différents types de cols. J'étais peut-être d'ailleurs associé à ça. C'est probablement le cas où on va utiliser le pistolet avec la... Ah, on ne t'entend plus, Luc. Là, tu montes. Là, on m'entend ou pas? Oui, oui. Ok. C'est le cas où on utilise le pistolet avec le tube de colle qui est chauffé. Ça permet un positionnement, ça permet de faire justement une épaisseur, mais il faut savoir que ce n'est pas très précis. Si vous induisez un angle, il est préférable de faire un plat. Si vous induisez un angle, vous allez avoir une relation sinus ou cosinus, forcément en fonction de comment vous allez le traiter, de l'accélération et de la résultante. Et si jamais vous mettez 1,5 cm d'épaisseur de colle, forcément, ça va avoir un comportement dynamique. J'entends par là, partez sur le 757 AH. Je pense que avant de fournir Maïwen le fichier de support, mettre peut-être sur les références des capteurs qui sont en page, le lien hypertexte pour aller directement sur la documentation Internet.
Alors, le fichier de support, il est déjà fourni. Et en fait, il est disponible là directement dans le webinar. Mais après, il suffit de nous envoyer un petit message et on fournira les compléments d'information. C'est bon pour vous, Natacha? Voilà, j'ai mis la référence. OK. Parfait. Bon, bah, parfait. Donc, j'allais rajouter un dernier message puisque donc, on a Quentin et Pakis qui sont là donc, pour échanger avec vous, pour vous accompagner sur vos essais. On a Luc qui est là aussi, bien sûr, pour accompagner sur plein de problématiques diverses et variées. Et on est vraiment toujours preneur de retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter, même pour tester des capteurs, pour échanger avec nous, pour qu'on fasse un support commun comme on a pu faire avec d'autres clients. Alors, soit sur des choses que vous avez déjà faites, de préférence avec des produits de chez nous, parce qu'on préfère quand même faire des retours d'expérience sur nos capteurs que sur ceux de nos concurrents. Mais si vous avez des choses à partager, que vous avez envie de partager, donc n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Pakis, Quentin ou Luc. Ou alors carrément avec des choses que vous aimeriez faire ou alors des capteurs que vous voulez challenger par rapport à des usages que vous avez aujourd'hui qui ne sont pas forcément avec les produits qu'on vous a présentés. Donc là, pareil, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous prête des capteurs et puis qu'on échange sur les phénomènes que vous observez et qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, c'était tout pour nous aujourd'hui. On a déjà pas mal dérapé sur le planning, mais c'est parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. On est en train de préparer donc un prochain webinaire qui sera lui plutôt dédié à tout ce qui est mesure en haute température, donc environnement température extrême. Donc, il y aura très certainement lieu fin mai. On est en train de caler la date, donc on vous tiendra au courant dès qu'on aura les infos. Vous recevrez comme d'habitude les petites invitations, tout ce qui va bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Je vous remercie pour votre présence et Merci votre à tous. participation. Merci pour vos questions. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à tous et bon week-end. Merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir.